On applaudit encore Dr Anthony Guy Doudou. Et nous allons continuer rapidement avec perspective de l'OIT, développement du capital humain en Afrique, adapter la formation aux besoins du marché, améliorer l'utilisation des capacités. Intervenant AGEOS, CSS, ICPAC, OSS, CSIR. Modérateur, professeur Souley Wad. Rapporteur, Beza Tesfaye et Raphaël Chibanga. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé parce que c'était d'abord ceux-là? Ah, c'était... Non, non. C'est pas grave. On commence. Vous avez ça. Après, Ce serait cela. Je vais d'accord, c'est intervenir. D'accord. C'est oui. Rapidement, pour les tests Covid, la salle à Boisseau est prête à accueillir tous ceux qui doivent faire les tests. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous allons accueillir les panélistes qui sont là, qu'on a listés tout à l'heure. Je me fais le plaisir de modérer cette session-là sur, donc, on l'a dit, le thème intitulé « Perspective du développement du capital humain en observation de la Terre en Afrique ». Et nous avons donc AGEOS, SICOS, le CSE, le CSSTI et le CSIR qui vont donc présenter ce thème-là. Alors, il est midi 10, midi 12. Nous n'avons que 2 heures de temps, les amis. Nous allons faire vite. Je vous donnerai la parole chacun pour environ 5 minutes. Pas plus. Soyez précis, soyez focus sur, en tout cas, le thème. Et en particulier, vous aborderez 2 questions, 3 questions plutôt. D'abord, le problème, la question de la formation, les besoins du marché. La question de l'utilisation efficace des capacités. Et enfin, la question de la mise à disposition des infrastructures pour la formation et pour les auditeurs. Je vais donner la parole à AGEOS. AGEOS, s'il vous plaît. Je suis le point focal de formateur de formation au niveau de la GEOS. Je ne veux pas reprendre ce que les collègues ont déjà essayé d'énumérer en long et large en matière de la formation des formateurs. Je vais les répondre très rapidement avant de revenir à la question qui nous a été posée. Au niveau du consortium, il y a eu 3 activités dans le cadre de la formation. La première activité concernait un peu la formation des formateurs. Dans ce cadre de formation des formateurs, l'objectif visé était de donner l'outil qu'il fallait aux formateurs, surtout dans le cadre méthodologique, afin que ces formateurs-là puissent partager le savoir et le savoir-faire.
Ça, c'était le premier objectif. Il y a eu au moins 3 formations qui étaient dédiées aux formateurs. Au-delà de ces 3 premières formations dédiées aux formateurs, il y a eu une autre activité qui a mobilisé au moins 18 experts de plusieurs nationalités de la sous-région. C'était la formation des utilisateurs. Alors, à ce niveau-là, l'objectif, c'était de s'assurer que tous les utilisateurs puissent être capables d'utiliser les outils qui étaient déjà mis en place dans le cadre de cette activité-là. Donc, alors, nous sommes partis du principe que un utilisateur, s'il n'est pas mis au parfum de ce qui est mis à sa consommation, il ne sera pas capable de l'exploiter à fond. La troisième activité était dédiée également à la prise en main de l'outil SIGE. Et cette activité était organisée à l'université de Moundou. Et cette activité a regroupé au moins plus d'une 60aine, non seulement d'étudiants, mais aussi des enseignants. Mais il faut reconnaître que les difficultés dans ce cadre-là n'ont pas été de moindre. Au-delà de ces 3 activités, une des choses à relever, c'est que le consortium a pu allouer environ 9 bourses. 9 bourses de torrent, qui a permis au moins déjà à 3 étudiants de dévoiler un peu leurs travaux et de les soutenir. Les 6 autres sont en phase de soutenance. Et nous osons croire que d'ici peut-être la fin de l'année, qu'ils présenteront officiellement leurs travaux de recherche. Mais disons aussi que dans ce cadre-là, les perspectives restent assez importantes. Parce que en matière de la formation, il va falloir poursuivre l'œuvre qui a été déjà mise en place. Ça veut dire la mise en place, par exemple, d'un master qui est à sa première année et qui, en principe, doit être accompagné dans le cadre, par exemple, de la mobilité des formateurs pour pouvoir donner le meilleur à ces jeunes dans cette université. Et je suis aussi convaincu qu'avec la deuxième phase, des moyens assez importants seront mis pour pouvoir permettre que ce master puisse être avancé. Je voudrais aussi ajouter que les difficultés liées, par exemple, à la pandémie Covid, n'a pas permis de mobiliser de façon assez consensuelle tous les partenaires dans le cadre de la formation des formateurs. C'est ce qui a fait que vous conviendrez avec moi qu'il y ait ce petit nombre, par exemple, de la formation, surtout en matière des formateurs de formateurs. La formation des formateurs est assez essentielle et importante. Tant qu'on ne mettra pas l'accent sur les formateurs, et s'ils ne sont pas bien outillés, je vous assure que même ceux qu'on aura à former n'auront pas obtenu une bonne formation.
Pour la deuxième phase, nous pensons qu'il va falloir mettre l'accent sur les différents masters qui sont ouverts et qu'il va falloir mobiliser également un nombre assez important des enseignants qui ont de la compétence pour pouvoir donner la formation surtout à l'université, et pas seulement à l'université de Moundou, mais dans les universités où les masters dédiés à l'observation de la Terre sont ouverts. Alors je finirai simplement en disant ceci, que nous venons de commencer, surtout en matière de la formation, il faut que l'Union africaine puisse nous accompagner et nous accompagner à finaliser non seulement la première phase de notre formation, mais également à peaufiner le cursus qui est aussi mis en place. Et je ne vais pas prendre la parole aussi longtemps, je vais simplement la donner au modérateur pour dire que nous sommes restés, suivant cette première phase, dans notre soif, parce que le Covid n'a pas permis à ce que cette activité liée à la formation puisse être menée comme il se le doit. Je vous remercie. Qui vient donc de nous livrer son analyse de la situation en matière de formation. La formation est extrêmement importante parce que le capital humain est essentiel, surtout quand on est dans le domaine du géospatial. Il vient de nous dire qu'il faut former les étudiants, former l'expertise africaine, mais aussi il faut capaciter les utilisateurs. Il faut aussi, évidemment, former les formateurs, puisque c'est eux qui vont assurer les formations. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement important. Il faut former aussi les décideurs politiques. Pas les former comme des techniciens, mais les sensibiliser pour que ces décideurs politiques puissent connaître, comprendre un peu le message des applications du géospatial. Parce que ce sont ces décideurs qui vont mettre en place les budgets, qui vont arbitrer pour mettre en place les budgets. Et il faut qu'ils soient sensibilisés, qu'ils comprennent que les applications géospatiales sont incontournables si on veut mettre en place des politiques publiques pertinentes. Et je crois que c'est ce que nous retiendrons. Nous allons maintenant donner la parole, chers amis, au SICOS. Nous venons d'entendre AGEOS, n'est-ce pas? Non. Non, ce n'est pas SICOS, c'est au CSE, excusez-moi. Parce qu'on a changé le programme. C'est au Centre de suivi écologique qu'on va donner la parole, et notamment à Mamadou Adamassar. S'il vous plaît, Mamadou. Merci beaucoup, doyen. Sur le volet formation, je serai vraiment à l'aise pour en parler concernant notre consortium parce que ça a été un volet sur lequel le coordonnateur a beaucoup insisté pour une raison simple. Le statut des capacités est relativement différent d'un pays à un autre au niveau de notre consortium. Et donc l'objectif était d'essayer d'arriver à ce que je pourrais appeler un arrimage au niveau du renforcement de capacité. Globalement, il y a eu 4 volets de renforcement de capacité qui ont été vraiment attaqués. Le premier volet, je vais commencer par le volet le plus important. C'est le renforcement de capacité au niveau de la communication, de tout ce qui est dissémination et visibilité. Sur ce volet, il y a vraiment des sessions au niveau régional qui ont été menées
pour faire comprendre la stratégie de communication, autant du GMS en Africa, mais autant également la stratégie de communication du consortium, à des experts de communication qui ont été identifiés dans chaque pays, avec évidemment l'expert en communication au niveau du CSE. Il y a également, toujours dans ce volet de communication, au niveau des communautés pratiques qui ont été installées, je pense qu'on y reviendra peut-être demain, on les a également capacités sur la communication. Le deuxième volet, c'est le renforcement de capacité sur les outils et stratégies géospatiaux. C'est là où, évidemment, on a pu mettre en commun les étudiants boursiers, les experts en les experts techniques, les points focaux, l'ensemble des personnes, même des utilisateurs finaux, sur vraiment à tout ce qui est donné. On leur a fait comprendre quelle est la donnée satellite, comment il faut la comprendre. On leur a fait également comprendre sur les produits qu'on a développés. On est même allé jusqu'à l'utilisation du géoportail. Comment interpréter les données, les produits générés, et vraiment pour une meilleure dissémination, ça a été également fait. Le troisième volet du renforcement de capacité, c'est sur les outils de gestion des zones humides. Parce que nous, ce n'est pas uniquement l'application des données satellites, mais également il y a des documents de politique. Et pour élaborer ces documents de politique, il y a des outils qu'il faut vraiment bien maîtriser. Et également, le renforcement de capacité a été mené à ce niveau. Le dernier volet, qui n'est pas des moindres, parce que je sais qu'en tant que modérateur, ça vous intéresse doublement, c'est la création d'un réseau qui a été fait, qu'on appelle un réseau de chercheurs sur les priorités et la valorisation de la recherche sur la thématique des zones humides. Ce réseau-là a été mis en place parce que le but, c'était qu'à partir de ces réseaux, qu'on puisse continuer la formation de tout ce que je viens de citer précédemment au niveau de la recherche ou de la formation académique. Donc, globalement, c'est ces 4 volets-là que nous avons vraiment ciblés pour un renforcement de capacité au niveau de notre consortium et même au-delà, parce que le réseau des chercheurs a pu vraiment amener à des chercheurs qui n'étaient peut-être pas au départ dans le consortium GDSAO. Ça, c'est les 4 volets. Le dernier aspect, c'est peut-être en termes de recommandations sur le volet renforcement de capacité. Peut-être que je vais m'en tenir en solo avec mes patrons, parce que l'université, jusqu'à présent, et quand je dis l'université, c'est l'université au sens régional ou peut-être même continental, tout ce dont on est en train de discuter a vraiment une portée extrêmement limitée vers l'université, ou les universités, ou les centres de formation. Et je pense qu'on gagnerait vraiment à trouver cette passerelle-là entre ce qui est en train d'être fait, développé dans chaque consortium, pour une meilleure visibilité au niveau des universités, parce que c'est là où quand même la formation véritable se passe. C'est ma recommandation principale. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adama, qui vient de nous livrer la stratégie de formation au niveau donc, du consortium dont le leader est le centre de suivi écologique, le consortium GDSAO. Donc, stratégie basée sur la communication, les outils et stratégies géospatiaux, les outils de gestion des zones humides, puisque c'est ça la thématique de ce consortium, mais aussi et surtout la création d'un réseau sur les zones humides pour un peu pérenniser les acquis et surtout en matière de formation.
En tout cas, la recommandation que vous venez de livrer, moi je la trouve pertinente, mais on y reviendra en donnant la parole à la salle. Mais je dois dire que Adama, le collègue Adama Sarr, est conseiller technique au niveau de ce consortium, mais il a aussi une autre casquette parce qu'il a rejoint récemment l'Université de Saint-Louis, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où il va enseigner ce savoir-faire qui est en train d'être développé au niveau du consortium. Maintenant, on va donner la parole à l'intervenant suivant, et notamment à ICPAC. S'il vous plaît, ICPAC, vous avez 5 minutes maximum. Soyez focus sur votre thématique. Je vous en prie. Thank you, moderator. My name is Eugène Kaijamay. I represent the ICPAC consortium. So the capacity building for the ICPAC consortium was coordinated by Makerere University. I will go directly to the questions that were asked. So how do we match training to the market needs? So I will start by what are the factors that contribute to the change in the market needs. So coming back to geoinformation and space technologies, we all know that Earth observation technologies is very dynamic in terms of infrastructure and instruments. So new technologies continue to emerge. Yesterday it was expensive and very difficult to launch satellites. And these days we have a proliferation of satellites, and it has become very cheaper. So that changing, we also have different data specifications with the new satellites that also increase the new areas of investigations, which means that we need constantly to be updated on this new change, and also gain expertise to be able to get skilled people on the market. Then the third point is processing softwares also adapting to different market needs. We have still commercial, so we have now a lot of open source softwares that are specific to different areas. So which one to choose, and how do we get skilled people that are all familiar with all these aspects? Again, we have dynamic users that are also changing, that needs also to be updated on the information and products that we are giving to them. So all of these make that the market needs are changing constantly. So what can we do for us to meet these changes? So the innovations that are happening now. We need to anticipate the skills in relation to the innovation that are happening now, and try to develop capacities for the near future. So we need to have entrepreneurs work closely with the universities and the other learning institutions to create programs that will meet the market needs for the near future. But we also need to provide platforms that provide accompanying measures, internships to our students, so that they can learn and get expertise on what is being developed now. So what have we done as ICPAC as coming to GMS in Africa? So at the beginning of the project, we started by doing a training needs assessment. So going to different countries, member states, and asking what are their training needs. So after then the training needs, we developed a training strategy and a training plan that we implemented. So we had 3 modes of training. So training of trainers, then on-site training, and then online training. So the online training, we gained a lot of momentum, especially as COVID was restricting movement, and we got a lot of participation, a lot of students because of this mode that we used.
So what were the training that were identified? So we had general trainings, the principles of GIS and remote sensing, open source software, cloud computing, digital data collection tools. Then we also had e-station and e-station application and e-station system administration. Then we also had trainings on the services. So all of these created a lot of knowledge in the region and also beyond also the region, because of the online trainings helped us reach even beyond the region. For the second question that was asked of how do we enhance capacity building and also capacity utilization? The first point would be, are we training the right people? So the selection of the training participant is key, because if we are inviting institutions to give us training participants and we don't get the right ones, it will be very difficult for us to follow the utilization. They will also, when they go back, they will also not use what they have learned. So that is one. Second, we need to put in place measures that needs to accompany our trainees. Let's say, for example, if you have users, why can't you do a kind of co-production, produce together with them, looking at what they are doing, and produce together some products, some results, or so that you know that whatever you have given to them, they are using to give to the decision makers. Then for the third questions, providing infrastructure and tools for learners, yes, it is very important to provide adequate environment for learning. So providing equipped labs with the right computers and also right softwares, but also to update the lecturers, because technology is changing. Lecturers also need to be updated on what is changing so that they can also provide the right courses. We need to invest in digital learning platforms because now the world is changing to online, so digital learning platforms, and also having different techniques of using digital learning platforms. For example, producing video for lecturing. Thank you very much. Thank you very much. Alors, un message très important, c'est que toutes ces choses-là évoluent très vite. Les données évoluent très vite, la technologie évolue. Nous avons de plus en plus de données massives qu'il faut savoir traiter. Ce n'est pas la même chose que de traiter quelques données. Nous avons le cloud computing. Même du point de vue de la technologie, du point de vue des hardware, il y a beaucoup d'évolutions qu'il faut savoir prendre en charge. Donc, le défi, c'est en tout cas d'anticiper sur les skills, les capacités, pour que les étudiants, les formateurs, les utilisateurs puissent être aux normes, puissent suivre l'évolution de ces choses-là. Alors, on va donner la parole maintenant au prochain intervenant. C'est l'OSS. L'OSS, s'il vous plaît, vous avez 5 minutes. Thank you, moderator. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Akram El-Kassa, the General Director of the Libyan Center for Remote Sensing and Space Science. Let me express my deep gratitude. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? My name is Akram El-Kassa, the General Director of the Libyan Center for Remote Sensing and Space Science in Libya. Let me first express my deep gratitude for the privileges of representing my country and my center, and for MAST to represent the OSS consortia in this session. As you all know, human capital development
can play the major role in growing economy at any country. So for this reason, we have the factor of training and capacity building for our partners in North of Africa, which including 5 countries, for the 2 web services that we have, which are MISLAND and MISBAR. So we did, or we organized a series of trainings for our partners. We start with MISLAND, and in this kind of platform, we do have number of indexes related to the land degradation and assessment, including land productivity, also land cover change. It's quite crucial for some of our partners, including my country, Libya, because we have a little bit of productive land for agriculture. And because of the uprising that's happening, and also because of the some sort of missing the government, so many people has used these lands for different applications perspective other than agriculture. Also, we have in another index which is quite important is carbon stock, and also the Sustainable Development Goal SDG 15.3.1. So we try to help all the partners in North of Africa to use this platform for their institutions, for local institutions and ministries. And quite interesting about our application that because we do have 5 countries, they have the different levels of Earth observations, standard and systems. So it was tough for some of them, and it was quite easy for the rest. For another platform or another web service, MISBAR, also we have initiated and organized many trainings with the manufactured company, as well as with the 2 training centers that we have in the North of Africa. Okay, capacity building in general is not like something new, but for instance, our center in Libya has the first capacity building or knowledge transfer was like in 1991 with the agreement between our center and the Pakistani Space Agency. In 1995, we had another one with a Spot Image company. It's a French company. And we implemented the first remote sensing lab in Libya, although at that time we do have like international embargo in Libya, but we managed to make a lab and to make the transfer technology inside our country. But this one in GEMS Africa, phase 1 project, they have different tastes and different flavor, in fact. And this is honestly, this is the positive feedback I got from my engineers when they have got training on the MISBAR and MISLAND, and when they go to the field to explain to the farmers about what we are doing and the way we are using these platforms. We have really positive feedback. So we are looking forward as a consortium, as well as partners of the consortium, for the next phase, second phase, to stand on the top of the outcome of this project. And thank you very much. Merci beaucoup, thank you very much. Merci d'avoir partagé donc, en tout cas vos activités régionales en matière de formation, de développement de capacités et de partage d'informations sur ces aspects que vous avez listés, l'évaluation de la dégradation des terres, le changement de la couverture végétale, les applications en agriculture,
etc. Merci beaucoup. Alors, nous allons donner la parole au dernier intervenant. Le dernier intervenant, c'est CSIR, Sylvestre Govender. S'il vous plaît, you have 5 minutes. Please. Thank you very much. I'm not going to repeat the value of capacity building, education and training. It's a key pillar in terms of GMS in Africa. The approach we took as the CSIR in the Marcus South Consortium, together with lead partners from the Benguela Current Commission and WIOMSA, was to firstly identify the stakeholders. And we looked at policymakers. I think our chair made a very important intervention saying that we have to start with the decision makers, because ultimately what we do is driven by legislation and governance. So we looked at how can we bring in the relevant governance structures. So through BCC, we looked at the governments of Angola, South Africa, and Namibia. We looked at various national authorities in South Africa, environment, economic development, the security cluster, because a lot of the illegal fishing, for example, is controlled by the security cluster. We even worked with the National Ministry of Health because at the beginning of this, well, 2 years ago, a year and a half ago, when all the ports were closed, we had to monitor COVID vessels or potential vessels from COVID hotspots. So even a ministry like Health had to be informed about the work that we are doing and the benefits. We also looked at SADC-related, oceans policies, and then continentally as well, with alignment to the blue economy. We spoke to the United Nations Economic Commission to look at alignment to the UNGGIM. So, for us, getting the buy-in, getting the understanding by policymakers was one of our first steps. Then secondly, and I mentioned this even in the previous presentations, what makes GMES, and I think the value of GMES, is kind of the mandatory partnerships with private sector. I think that makes this initiative probably why it's so successful. To understand that the private sector innovates, they drive development and technology in a different way. But for us, when we looked at the partners that we wanted to be involved with, we wanted to have these sessions with training and capacity building. Because remember, they had products, we added value, and the new products had even more services that could be delivered. So we met with the Abalobi Fisher app, for example. We looked at their community of practice. We met with artisanal fishermen, and we said, this is what Abalobi app did for you before, but now with the GMES and African Consortium, these are the new functionality and these are the new benefits. And then through that process, build capacity with the actual user community. And as I said, we co-designed, so the users actually were involved in designing that app so it became user-friendly. So there's multiple training with the ABAGOLD aquaculture farms. I think our delegation in one of the restitution meetings went out into the Eastern Cape with aquaculture farms. And as I mentioned, warning people about harmful algal blooms and saving the aquaculture industry millions of dollars. We worked with Sino Lakes, which are developing water quality products, and look at, for example, why they're looking at 12 coastal areas. How can this product be developed for the rest of Africa and even inland? And then various other private companies. We then focused on training, technical training for the scientists within the consortium, because there was different levels of technical capabilities, and also looking at scientists internationally and in Africa that could learn from what we do, but also inform us about new techniques and methodologies. And we did about 10 training sessions continentally, a few of them face-to-face before we had COVID lockdown. But even as recently as the 30th of November, we had a big webinar with 82 global participants, informing them about the technology stack used in Marcus South. Then very importantly, I think if we don't look at the future, capacity building with universities, we're cutting off our feet, we're cutting off our legs for the future. We talked about, I think, Professor Anthony just talked about the youngest growing population in Africa. We were involved with University Edward Motlanthe, University of Dar, University of Cape Town, with various trainings looking at how we can look at curriculum, influencing future curriculum, and importantly, the CSR and partners co-funded 3 master's students and 2 PhD students within this period of time. And we want to make sure that getting masters and PhDs in the next 4 years is a priority for our consortium going forward. I'm not going to go into much other detail because I've got a lot of other stats, but as I said, some of the challenges that we all face were we had to move to an e-platform. We couldn't do face-to-face, but I think most consortium
did that very well. We've published, training online on various social media channels, but I think we have to incorporate that in the GMES process. And, e-learning is a very important part of the way we go forward. But I think there's so much examples of success stories with all the consortium. We really have to learn and benefit from what other people are doing. Don't repeat mistakes, and don't be too naive or arrogant to think that other consortium are not capable of better successes than us. I think those are the big lessons. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sylvestre. Alors, deux aspects, pour résumer, deux aspects extrêmement importants. La formation technique sur des savoir-faire en matière d'application, mais aussi et surtout la formation universitaire classique. Former des masters, aller aussi plus loin pour former des PhD, former de véritables experts à un très haut niveau au niveau des universités. Donc, extrêmement important. On a terminé le round des présentateurs, des panélistes, et il nous reste 8 minutes, 8 à 9 minutes. Oui, on va prendre quelques questions. D'accord. Nous avons encore 8 minutes pour donner la parole à la salle, mais s'il vous plaît, soyez bref si vous voulez intervenir et focus sur les 3 sujets qui ont été abordés, la formation, les capacités et les infrastructures. S'il vous plaît, dans la salle, qui veut intervenir? Un intervenant dans la salle, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, je suis Houda Baba, directrice du Centre universitaire de cartographie et de télédétection, partenaire à l'OSS. Tout d'abord, j'aimerais féliciter l'Union africaine de pouvoir organiser un événement d'ampleur continentale dans un contexte de Covid. Je remercie les panélistes et les autres des échanges fructueux durant ces 3 jours. Mesdames, Messieurs, on voit qu'il y a un travail énorme qui a été fait durant la première phase du GEMS Africa, mais c'est un réel gâchis qui ne soit pas exploité par tous les concernés de l'Afrique. Là, par exemple, l'intervention de CSE, qu'ils ont fourni des services de gestion des zones humides. J'aimerais bien, par exemple, en Mauritanie, nous sommes un pays désertique, mais nous avons des zones humides comme Haudarguin, Bandarguin, Aouleigat, ainsi de suite. Et nous ne sommes pas très loin. Donc, j'ai vu que vous avez ajouté des pays dans les secondes phases. Donc, on aimerait bien qu'on soit impliqué et que ce soit en fait des consortiums thématiques au lieu des consortiums par zone. Donc, je vois qu'il y a énormément de choses qui ont été faites, quel que soit dans les domaines de renforcement de capacité, mais j'espère pouvoir briser ces fonds de verre, briser ces barrières et créer des ponts entre les différents consortiums pour que l'impact soit plus important pour notre continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un prochain intervenant, s'il vous plaît, soyez focus sur la pertinence des formations, comment utiliser l'expertise et quelle infrastructure pour les formations, s'il vous plaît. Merci. Je suis Michel Tchoussoua, professeur de géographie géomatique à l'université de Ngaoundéré. Je conduis un master intitulé Géomatique, aménagement et gestion de ressources. C'est un master professionnel. Si je fais cette présentation, c'est pour embrayer directement sur la suite de cette formation-là que vous avez faite et en proposant qu'on essaye donc de développer des formations en ligne. Covid n'a pas fait que du mal, hein, parce que dans le cadre, n'est-ce pas, de confinement, on a expérimenté ces formations en ligne. Et je pense que nous ne devrions plus reculer. On doit continuer avec les formations en ligne, des packages de formations en ligne qui pourront être donc dispensés à la fois
en Afrique du Nord, enfin, dans tous les consortiums là, à la suite des étudiants qui sont, n'est-ce pas, à la suite, n'est-ce pas, d'une sélection sérieuse des étudiants qui peuvent bénéficier de cette formation. Je pense que vu les choses dans ce sens-là, on peut encore mieux faire. Merci. Merci. Professeur. Un autre intervenant, nous avons encore 2 minutes. Un intervenant, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur. Je suis le docteur Ndinga Jean-Bienvenu de l'université Marie-Mungwabi, République du Congo. Alors j'interviens ici en tant qu'enseignant. Dans le cadre de la formation, il faudrait que le prochain GMS Afrique puisse prendre en compte les aspects relatifs à la formation. C'est-à-dire, nous savons que les données existent. GMS Afrique a fait en sorte que les données soient disponibles, mais on utilise moins de 10% des données. Il faudrait que nous mettions cet aspect dans les curricula de nos universités, former les jeunes pour que cette masse critique puisse exister et permettre de mettre en exergue tout ce qui a été produit. Alors, sur ce point de ce qui a été fait, vous avez vu que chaque consortium a développé des applications, mais les universités n'ont pas de frontières. On doit capitaliser, en fait, tout ce qui a été fait par chaque consortium et emmener cela dans nos curricula, permettre que les jeunes soient formés pour que la durabilité puisse exister dans notre zone. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que, oui, une toute dernière intervention, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur. Je suis Mélie Lagoutte Monique. Je suis responsable d'un centre de formation en géomatique. Donc, je vais ajouter ma proposition à ce qui a déjà été dit sur les perspectives qu'on pourrait envisager pour la formation. C'est d'intégrer aussi à l'intérieur des curricula qui vont se mettre en place l'option de connaître les réels besoins du secteur privé, c'est-à-dire des entreprises ou ce qu'on appelle les end-users. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà mettre en avant une première étude qui permettrait de cartographier dans les différentes régions ou les pays quels sont les réels besoins exprimés par le secteur privé ou les entreprises, ceux qui sont capables d'utiliser les produits finaux et quelque part aussi de payer. Parce que quand on parle de développer les services, qui payera pour les services qui vont être développés? C'est davantage de d'abord faire une cartographie de ces besoins-là. C'est ce que nous faisons déjà au Cameroun et c'est ce que j'appelle les processus de géomatisation des organisations où on amène progressivement les possibles utilisateurs à comprendre la nécessité, à définir le problème avec eux ensemble et à co-créer la solution. Donc, ça, c'est la participation qu'on pourrait nous apporter parce qu'on a une très belle expérience au Cameroun là-dessus. Et c'est des perspectives qu'on pourrait envisager de mettre en place. Merci.